Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer. Tout d'abord, je me présente. Donc, je suis André Pina, je suis vice-président partenariat socio-économique vice-président délégué au partenariat socio-économique de Sorbonne Université. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cet événement Warm-up Vivatech 2026. Notre présence pour la deuxième année consécutive à Vivatech s'inscrit pour Sky et pour toute l'Alliance Sorbonne Université dans une volonté de développer bien évidemment nos liens de toute nature avec le monde économique et en particulier avec les industriels. En ce sens, vous retrouvez sur notre stand, je fais un petit message promo, excusez-moi, notre stand Vivatech, une cinquantaine de partenaires présents dans notre programme qui font la preuve de notre capacité à innover ensemble. Donc, passons maintenant à la raison d'être là ce soir, ensemble. Donc, le cluster post-GenAI, né il y a désormais 2 ans, sous l'impulsion de notre Gérard Bio, et bien évidemment avec la contribution essentielle de Xavier Fresquet, notre Xavier, et de toute l'équipe de Sky, ainsi que des différentes équipes de recherche et laboratoires partenaires. Le cluster s'inscrit bien évidemment dans le cadre de l'action Plein AI Cluster, financée par France 2030, et vise, comme vous le savez déjà, à positionner la France comme leader mondial en intelligence artificielle. Dès sa conception, PostGenAI a placé la collaboration entre acteurs publics et privés au cœur de sa dynamique. Notre consortium rassemble aussi de partenaires industriels, de grands acteurs de l'IA, aux nombreuses PME et startups qui animent le panorama du numérique et de l'IA en France. Ensemble, la volonté est de construire des solutions innovantes, d'anticiper cela, le post-GenAI est là pour l'anticiper, les enjeux sociétaux, économiques de demain en France et en Europe. Il est également important de rappeler que dans le cluster, nous nous sommes engagés à former 2500 étudiants par an, master et doctorat en IA, en alliant nos programmes sur les besoins industriels et les défis sociétaux. L'ambition de ce projet s'articule, j'ai fait un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas présents depuis le départ, sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'IA générative dans les technologies de pointe. Le deuxième, un avenir durable et sain. Et le troisième, sur les sociétés résilientes et une éducation adaptée par rapport à l'IA. Donc, pour y parvenir, l'approche repose sur des programmes d'accélération collaborative, qu'est-ce qu'on appelle des PAC, structurés autour de 7 projets par pilier, où les équipes de partenaires publics et privés travaillent en main dans la main pour intégrer recherche, éducation et innovation. Et bien évidemment, on a aussi un programme transversal pour favoriser la fertilisation croisée entre les membres et assurer la pérennité. C'est un enjeu très important des avancées que nous allons construire ensemble. Ce soir, nous profiterons pour faire un point sur l'avancement de ces projets-là. Donc, les posters que vous avez déjà eu l'occasion de voir, mais que vous aurez aussi ensuite la possibilité de voir. Nous vous invitons à échanger avec nos chercheurs et les partenaires, entre nous aussi. C'est un moment d'échange entre les différents projets. Et cette session sera aussi animée par des interventions et témoignages avec nos partenaires et la Fondation Sorbonne Université. Mais avant de plonger dans la découverte de nos projets, je vous propose, pour démarrer cette warm-up, une réflexion générale sur l'IA, son impact au niveau industriel. Pour illustrer cette dynamique, j'ai le plaisir de vous introduire Albert Cohen, qui nous présentera sa vision. Albert Cohen est un expert reconnu internationalement, diplômé de l'ENS Lyon et de l'Université Paris-Saclay. Il a rejoint l'INRIA et l'école polytechnique, tout en collaborant avec des institutions internationales comme l'Université de l'Illinois aux États-Unis, des industriels comme Philips, NXP Research et Facebook AI Research. Depuis 2018, il fait partie de Google Brain Lab à Paris, avant la fusion avec DeepMind pour former Google DeepMind. Son travail sur les langages de programmation et les systèmes haute performance a donné lieu à plus de 250 publications sur le domaine, fruit de collaborations internationales et de l'encadrement de plus d'une trentaine de doctorants. Il a joué un rôle pionnier dans les conceptions et l'adoption des plateformes MLIR, devenues une référence industrielle pour l'apprentissage automatique et les calculs spécifiques à un domaine. Passionné par les langages de programmation et les compilateurs pour l'IA, il s'intéresse également à l'utilisation de l'IA pour automatiser les problèmes les plus complexes en système et en conception matérielle. Je vous propose donc de donner la parole à Albert, qui va partager avec nous son expérience, son succès et les défis rencontrés dans l'application de l'IA au sein de Google. Merci beaucoup.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci beaucoup Andrea pour cette introduction bien trop longue, mais c'est de ma faute. C'était seulement la dernière phrase qui était vraiment intéressante, puisque je vais vous parler d'IA pour les systèmes, et un peu aussi de système pour l'IA forcément, parce qu'on n'est pas arrivé dans le monde du Gen AI par hasard. Donc encore merci pour votre invitation, je suis vraiment ravi d'être ici et je serai disponible pendant les posters bien entendu également. Comme je le disais, il y a eu un monde pré-Gen AI, notamment à Google, mais beaucoup d'entre vous ici sont bien plus compétents que moi pour en parler, puisque moi je suis plutôt un utilisateur de l'AI au départ, du machine learning, même si je m'y suis mis assez tôt quand même, au milieu des années 2000, appliqué à de l'optimisation des systèmes, mais je ne vais pas en parler ici, hein, on est en post-Gen AI. Donc ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus, et c'est grâce à tout ça évidemment que Google a pu développer des outils, donc je ne suis pas là pour non plus vous faire du marketing, mais je voudrais quand même rappeler quelque chose qui est fondamental dans l'approche de DeepMind et donc de Google DeepMind depuis le début, qui est d'essayer d'attaquer les problèmes sous l'angle revenir à la racine en fait de problèmes complexes qui peuvent être des problèmes scientifiques, des problèmes d'ingénierie ou des problèmes purement applicatifs, en attaquant sous l'angle de l'intelligence artificielle. En particulier, le fait de pouvoir construire des modèles de fondation, qui est un peu l'ambition moderne de l'IA générative à base de LLM, elle avait déjà des prédécesseurs dans d'autres domaines d'IA qui n'étaient pas forcément génératifs. Mais en tout cas, d'essayer, par exemple, chez DeepMind, de faire de l'apprentissage par renforcement, appliqué à plein de problèmes comme AlphaFold, AlphaGo, etc., c'était quelque chose de fondamental depuis des années. Donc on en est là, on a fait plein de choses, et je voudrais juste illustrer, justement, avant de parler de système, le succès de cette approche, on va dire, en revenant au fondement des problèmes, à la racine, par l'intelligence artificielle, sur un résultat assez récent, même si je sais depuis qu'il y a eu pas mal de communication en France aussi sur des modèles académiques de prévision climatique et météorologique. Donc un modèle qui s'appelle WeatherNext 2, qui est vraiment à l'intersection entre simulation et science des données. Donc il y a une partie science dure, on va dire, et une partie science des données. Et donc, moi, j'aime bien voir ça sous cet angle, on va dire, alors, bon, les maths derrière, c'est pas très, très intéressant, mais sous cet angle de best of both worlds. Donc, best of both worlds, dans le sens un peu aussi sans culpabilité, parce que peut-être que pas mal d'entre vous se disent, non, mais si on fait de la science, on fait de la vraie science. On va pas faire de la data science, sans vouloir du tout dévaloriser la data science par rapport à la science, mais on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on fait avec de la météo prédite par un LLM, par exemple? Je vous rassure, c'est pas du tout ce qu'on fait. Par exemple, un des succès de ce genre d'approche, ça va être de combiner des simulations, on va dire, à partir des first principles. On va prendre les équations de Navier-Stokes, on va faire de la mécanique des fluides, et puis on va rajouter du bruit par-dessus qui va correspondre à ce qu'on fait déjà empiriquement en météorologie, qui consiste à croiser plusieurs modèles, ou croiser des modèles avec du bruit statistique sur les données, par exemple, climatiques récentes, météorologiques, pardon, dont on ne dispose pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, en fait. Simplement, on peut passer à l'échelle grâce à de l'IA, y compris des modèles issus de l'IA générative, donc des modèles à base de transformers par exemple, et on peut passer à l'échelle sur des choses qui étaient absolument inaccessibles dans la combinaison de modèles empiriques qui étaient à l'état de l'art jusqu'à maintenant. Donc je suis totalement incompétent sur le sujet, donc je ne vais pas en dire plus, mais c'est pour moi une illustration très concrète de la jointure mutuellement bénéfique entre ces différentes approches. Alors parlons maintenant de computing systems. Donc en voilà un bel exemple. C'est dans le Midwest aux États-Unis. Je ne sais plus où est ce data center, mais il est beau. Ils ne sont pas tous beaux. Il y a des mosaïques, etc. Mais l'intérêt de la recherche en IA pour les computing systems, ça va être évidemment, comme vous vous en doutez, d'en maîtriser les coûts, les impacts directs et indirects, accélérer leur conception, etc. Donc je n'ai pas le temps évidemment de rentrer dans le détail de comment fonctionne un data center. Je n'ai pas non plus le temps de vous parler des modèles d'IA, comment on les entraîne, etc. Par contre, je vais vous parler un petit peu quand même à quoi ressemblent les briques de base sur lesquelles on va agir. Et puis par contre, je vais donner plutôt des exemples plus concrets de choses assez classiques en optimisation de performance et en conception de système, où l'IA joue un rôle majeur, et sur lequel il s'agit de... Je vous parle que de solutions qui sont mises en production. C'est pas de la recherche amont, on parle de mise en production de tout ça. Donc en termes de computing systems, en bon français, la base c'est sans doute de faire des puces.
il n'aura pas échappé à grand monde que la souveraineté technologique on va dire des hyperscalers, des géants de l'IA générative et des hyperscalers du cloud en général, repose en grande partie sur la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement en puces. Donc Google a investi depuis déjà 2013 sur le sujet, avec une première puce qui est sortie en 2015. Il faut 2 à 3 ans pour sortir une puce nouvelle. Donc tout ce dont on vous parle ici, que ce soit des GPU, des TPU ou tout autre accélérateur, sont des évolutions itératives, évidemment, sur des concepts et des architectures qui ont déjà été conçues auparavant. Donc là, je ne rentre pas encore dans le détail, mais je voudrais quand même mentionner, si vous regardez la ligne du bas, le nombre de Tera opérations à virgule flottante, donc sur des plus ou moins grand nombre par seconde qu'on peut aboutir. On avait l'habitude typiquement de faire un x2 à x4 tous les 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'on augmente la densité de calcul et grâce à la loi de Moore, on arrive à peu près doubler le nombre de transistors. Donc en étant plus ou moins spécialisé, on peut faire un peu plus que x2. Mais c'était à peu près l'habitude, on va dire. Dans le monde des accélérateurs de calcul, hein, pas forcément dans le monde des CPU. Sur votre PC, ça ne va pas forcément aussi vite. Mais là, par contre, si vous regardez les 2 dernières années, enfin c'était déjà 2025, on a fait x10. Alors, forcément, on a triché. Je pense que certains d'entre vous savent ce qui s'est passé. On ne parle pas des mêmes choses, en fait. En grande partie, les gains de performance ils viennent de l'utilisation de nombres beaucoup plus petits. Donc, vous avez sans doute entendu parler de modèles quantifiés, la quantization. Donc, on va passer des nombres à virgule flottante à des entiers, de plus en plus petits. On peut faire 4 bits, 2 bits, même moins. Donc, on ne parle plus de nombres à virgule flottante, 32 bits ou 64 bits, qui sont bien utilisés en sciences, qui sont utilisés pour résoudre des problèmes d'optimisation. On parle plutôt de nombres à virgule flottante sur 4 bits. Ça ne fait pas grand-chose. Hein. Il y a typiquement un exposant sur 2 bits, et on a une décimale, enfin un binary digit qui est soit 0 soit 1 pour savoir ce qui se passe après la virgule. Donc c'est assez limité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de concret avec ça ? C'est pas évident. Et évidemment, ça fonctionne en grande partie parce que les modèles sont gigantesques, parce qu'on manipule des tenseurs de taille énorme. Mais faire de la vraie science avec ça, ou résoudre des problèmes d'optimisation avec ça, ça ne va pas forcément être toujours facile. Je reviendrai un peu là-dessus plus tard. Une autre dimension de la fabrication de puces et du contrôle de la chaîne d'approvisionnement, c'est pas que de l'économie, c'est pas que du marketing, on va dire, c'est pas que de la négociation commerciale avec les fabricants à Taïwan, ça va être aussi de la conception d'architecture. Donc il y a des experts évidemment ici dans cette université de tout ça, donc notamment ce qu'on appelle les réseaux systoliques, qui était un domaine de l'architecture des ordinateurs qui était en vogue dans les années 80 et qui a essentiellement disparu, avant de réapparaître en masse en 2010 à peu près. L'idée ici, bon, je ne vais pas vous hypnotiser avec cette vidéo, mais l'idée c'est que la propagation des valeurs se fait selon un front oblique, au lieu de faire des allers-retours entre les unités de calcul et ce qu'on appelle les registres ou la mémoire. Peut-être que vous avez déjà optimisé un programme à la main, certains d'entre vous, même sans être un expert de calcul haute performance, vous avez sans doute entendu que si on peut éviter d'aller toucher la mémoire, ça va aller plus vite. C'est pour ça qu'il y a des caches sur les processeurs, par exemple. Mais là, on va encore plus loin. On évite de toucher au registre, en fait. Parce que les registres, c'est déjà trop cher. Pas forcément en vitesse, mais en tout cas en énergie. Donc faire une puce qui est capable de propager les valeurs comme ça sur des fronts, on va dire automatiquement, il y a quand même des registres, je passe dans les détails, mais pas les mêmes types de registres, ça va être beaucoup plus économique en puissance de calcul, en puissance thermique, pardon, en puissance électrique. Ça va aussi gagner de la place. Donc on fait des puces qui sont encore plus spécialisées que les GPU. Vous avez sans doute entendu parler du grand succès de NVIDIA, même si vous n'êtes pas dans le domaine, mais là il s'agit de faire encore plus spécialisé que NVIDIA. Bien entendu, mais les GPU aussi font ça, mais ils appellent ça autrement. Enfin bref, c'est des techniques qui sont classiques, mais on a en fait énormément de marge de manœuvre pour optimiser des systèmes. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail de comment ils sont conçus, parce qu'il y a aussi de l'IA qui rentre en jeu là-dedans. Mais là, on rentre sur des domaines sur lesquels on est beaucoup plus, on va dire, en mode exploratoire. Une autre dimension qui est fondamentale, au-delà des puces, c'est de concevoir les systèmes complets. Donc même si vous n'avez pas la maîtrise de la construction des puces elles-mêmes, vous pouvez avoir la maîtrise, et en Europe, ça existe encore aussi, de construire des data centers, des pods, des racks, etc., composés de milliers de ces puces spécialisées. Donc là, suivant les années, vous allez voir une évolution, on va dire, en passage à l'échelle dans toutes les dimensions, que ce soit le nombre de puces par rack, le nombre de racks, la taille des data centers, enfin tout croît à très grande vitesse. Et c'est grâce à ces deux facteurs, on va dire, à la fois les économies
d'échelle au niveau individuel d'une puce et de passage à l'échelle de scale out en nombre de puces qu'on peut atteindre les niveaux de performance qu'on a aujourd'hui. Donc le dernier point sur cette introduction, on va dire au niveau des computing systems dont on parle, il y a aussi une composante qui me tient à cœur, parce que moi à l'origine je suis plutôt issu du monde des langages de programmation, des compilateurs, des systèmes logiciels, on va dire, qui est de rendre tout ça programmable. Puisque concevoir une puce magnifique et ne jamais réussir à l'utiliser pour faire quoi que ce soit, c'est plutôt la norme que l'inverse. Il y a des excellentes idées au niveau matériel qui ne voient jamais le jour. La plupart d'entre elles ne voient jamais le jour pour tout un tas de raisons, mais notamment à cause de l'absence d'une pile logicielle qui va permettre de les rendre accessibles au commun des mortels, ou en l'occurrence, pas forcément des mortels, mais des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Ici, ça peut être le machine learning, mais ça pourrait être d'autres domaines de calcul scientifique, par exemple. Donc ici, le monde qui nous intéresse, ça va être des modèles de machine learning typiquement écrits dans un des frameworks dominants, donc JAX, PyTorch ou plus anciennement TensorFlow, avec une base commune qui est d'utiliser ce qu'on appelle une optimisation au niveau des graphes de calcul, des compute graphs. Donc là, je reviendrai un peu dessus, mais l'idée, c'est qu'on peut représenter à peu près n'importe quel modèle statique, dans lequel les dimensions ne changent pas pendant l'exécution, n'importe quelle architecture de réseau de neurones, on va dire fixe, sous forme d'un graphe qu'on appelle la flow de données statique, où on va faire circuler dans ce graphe des gros tenseurs ou des blocs de tenseurs. Et l'optimisation consiste à triturer ce graphe, à le partitionner en plus petits blocs, donc faire des plus gros graphes de plus petits blocs, et ensuite à aller associer ces blocs à des unités de calcul et des unités de stockage, des unités de mémoire. Donc c'est un des sujets sur lesquels je reviendrai plus tard, où on a fait pas mal justement d'IA pour résoudre ces problèmes-là. Mais donc le cœur, c'est on a un compilateur en particulier qui s'appelle XLA, sa version OpenXLA qui est open source, et une plateforme pour concevoir ce genre d'outils qui s'appelle MLIR, dont Andrea a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est des choses qui ont été largement conçues en Europe d'ailleurs, y compris à Paris. Et grâce à ça, on a une certaine notion de portabilité, notamment des performances qui sont portables à travers différentes machines. Donc là, je vais du data center jusqu'à la puce qui tourne dans un téléphone. Un autre point qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cette vision, on va dire, un peu idéale des compilateurs, des langages de programmation qui sont portables, dans lesquels on n'a pas besoin d'aller creuser en dessous de la couche Python, de l'algèbre linéaire, on va dire, numérique, c'est de dire qu'en fait, parfois, on a besoin d'issues de secours, ou plutôt l'inverse. On a besoin de pouvoir rentrer dans le sous-marin, même en cas de problèmes graves. Et donc là, cette idée de points d'entrée multiples, elle est absolument fondamentale dès que vous faites du calcul haute performance. Donc ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé sur des simulations numériques à grande échelle, par exemple, vous savez bien ça. On va partir d'un modèle à grande échelle qui est essentiellement des formules de maths, et puis au fur et à mesure, on va devoir, dans certaines portions, le moins possible, mais on va devoir contrôler l'exécution du calcul le plus finement possible, orchestrer de l'algèbre linéaire par bloc, par exemple, orchestrer des envois de messages, ou alors donc des problèmes de partitionnement à grande échelle, on va dire, ou alors encore plus fin, on va dire, non, en fait, c'est pas juste un produit de matrice que je dois faire là, c'est quelque chose d'un petit peu fusionné, ou un mélange de produits de matrice avec des données bizarres, et puis je vais fusionner ça avec une autre opération. Donc en fait, il faut l'écrire à la main. Et donc cette courbe ici, notamment quand on descend vers les kernels ici, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Triton, qui est un modèle de programmation, on va dire, bas niveau, au niveau intermédiaire, on va dire, pour les GPU. On a des choses similaires chez Google, qui s'appelle Pallas. C'est même plutôt plus portable de ce point de vue-là, c'est plus intéressant que Triton, en fait, en termes d'intégration dans les frameworks, mais c'est des choses qui permettent d'aller programmer très bas niveau, tout en gardant une certaine productivité. Donc c'est un compromis entre la flexibilité, la productivité du développeur et la capacité à contrôler finement les ressources pour avoir des performances. Et évidemment, on essaie de ne pas aller plus bas que ça, parce qu'après ça, on perd tout. Programmer les électrons, ça prend trop de temps. C'est efficace, mais c'est dur. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, il y a énormément de problèmes d'IA à ce niveau-là. Donc sans rentrer, encore une fois, dans la science et l'ingénierie autour de tout ça, mais construire ces systèmes à grande échelle, construire les puces, optimiser leur programmation, la coordination des ressources, et dans un contexte d'évolution extrêmement rapide, peut-être encore le plus important de tout, c'est le fait que la techno, elle change tout le temps, les environnements logiciels et les modèles, les architectures de GenAI et post-GenAI n'arrêtent pas de changer. Donc c'est une invitation pour tous ceux ici qui travaillent un peu côté système.
foncez. Enfin, si vous ne le faites pas déjà, c'est vraiment un domaine fabuleux où on peut faire de l'IA sérieuse, publier dans des confs d'IA et en même temps faire avancer l'ingénierie et donc toutes les autres sciences et toutes les autres applications des systèmes. Je vais enfin rentrer dans le vif du sujet, on va dire côté système en général, pas forcément système d'IA, mais c'est pour mieux revenir dans les systèmes d'IA par la suite. Donc c'est pas nouveau qu'on fait de la recherche en système. Il y a notamment des excellents chercheurs de Jussieu qui ont aussi marqué l'histoire et toujours qui sont actifs dans ce domaine. Donc ça fait des décennies que ça dure. Ça touche tous les niveaux. Ça peut être des systèmes d'exploitation, bien entendu, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, applicatives, comme des bases de données, de l'orchestration, on va dire, de jobs en batch sur des clouds, etc. Donc il n'y a plus de cartes perforées, mais les principes, ils restent dans certains cas assez similaires. C'est juste qu'on est passé à l'échelle. Donc tout ça, c'est pas nouveau. Donc on ne va pas réinventer la roue. En particulier, la question, c'est un peu plutôt comment on peut insérer de l'IA ou comment on peut remplacer des choses qui ne sont pas pertinentes par de l'IA, mais en prenant en compte l'existant, et notamment en prenant en compte la vitesse d'évolution de l'existant. Donc très souvent, vous allez voir que c'est là que ça se passe, en fait. C'est le fait que c'est la dynamique de changement qui va un petit peu diriger les choix de où est-ce que l'IA va être utile en système. Donc voilà je vais prendre deux exemples principaux. Un petit exemple, alors là j'ai mis du code C++, je ne sais pas si vous pouvez lire. Donc je suis à la fois désolé et en même temps je ris. Donc quel est le problème de performance de ce programme? Bon, même si vous ne faites pas de C++, on peut imaginer un peu. Mais... Donc je vous explique, hein, si vous n'avez pas fait de C++, on déclare un vecteur, ou une liste, on va dire plutôt, de choses. Bon, ici, c'est des requêtes, on s'en fiche, c'est du business. Et puis, bon, oubliez le plus, là, pour l'instant. On fait une boucle qui traverse toute cette liste, tous ces vecteurs, et puis on va en rajouter. Enfin, voilà, typiquement, elle était vide au départ, et on en met dedans. Mais ça peut être plus que ça. Mais là, c'est un exemple où elle était vide, et on la remplit. Okay. Ça paraissait naturel. Okay. Bon, si vous faites du Lisp, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas mieux, on va dire. Mais en C++, on peut faire mieux. On peut donner une indication qui est « Ah, en fait, il y aura probablement 42 requêtes dans cette liste. » Et si vous le faites, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Pourquoi ? Allocation mémoire, parce qu'on peut réserver de la place dès le départ pour cette liste, pour ce vecteur. Okay. Et en particulier, on va pouvoir utiliser parfois des processeurs spécialisés qui ont absolument besoin de connaître à l'avance la quantité de mémoire pour pouvoir travailler, ce qui est le cas des GPU et des TPU. Donc cette petite ligne en plus, là, qui n'a absolument aucun intérêt sémantique, qui ne change absolument pas le résultat, elle peut faire un x10 en performance ou même plus. Okay. Donc ce genre de choses, c'est extrêmement frustrant, parce que c'est complètement évident pour quelqu'un qui a un petit peu d'expérience en optimisation de code, mais c'est très facile de l'oublier. Si vous faites des tests, il n'y a rien qui vous dit que c'est faux. Puisque c'est correct. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec des millions de lignes de code, ou en l'occurrence chez Google, des milliards de lignes de code, avec des petites oublis comme ça, ou parfois des optimisations qui ne servent à rien, qu'on pouvait aussi enlever. Donc, ça va dans les deux sens. Donc là, c'est un problème qui est très ancien, en fait. Même déjà dans les années 2000, IBM s'était un peu intéressé à ces problèmes-là, mais on n'avait pas la techno d'IA de maintenant. C'est un problème encore plus grave quand vous avez des couches logicielles hétérogènes. Par exemple, vous avez une partie en JavaScript, et puis en dessous, il va y avoir un moteur d'exécution en C++, et puis tout ça, ça parle à un système d'exploitation qui est fait ailleurs. Les sources d'optimisation un petit peu cachées sont énormes. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a une longue tail, une longue queue statistique d'optimisation qui ne sont jamais traitées. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas assez d'ingénieurs. Et puis potentiellement, ça peut juste ne pas être raisonnable en fait, de s'intéresser à chaque cas particulier. Par ailleurs, évidemment, on a des millions d'utilisateurs, des milliards d'utilisateurs, donc tout gain peut être extrêmement significatif en pratique. Une bonne nouvelle quand même, c'est qu'une organisation, on va dire, bien structurée, qui repose sur la qualité de son ingénierie logicielle depuis des 25 ans pour Google, c'est aussi beaucoup de monitoring, beaucoup de données, justement. La data science, elle n'a pas commencé avec l'IA chez Google, elle existe depuis 1998. Donc il y a énormément de données qui sont collectées à l'échelle de toute la boîte, notamment sur la qualité du code et ses performances. Donc on va pouvoir exploiter ces données, et c'est ça qui rend évidemment les choses possibles. J'ai mis un pointeur sur l'article en dessous si ça vous intéresse. Là aussi, je vais aller assez vite. Une idée, c'est pas de faire ça à la main, évidemment, puisqu'on utilise de l'IA, mais c'est plutôt de concevoir une bibliothèque en amont, de manière semi-automatique, qu'on appelle des anti-patterns, des
je sais pas, prototypes, motifs, qui sont en fait les pratiques à ne pas suivre, typiquement. Alors ça va être plutôt des contre-exemples qui vont diriger la synthèse de bonnes optimisations. C'est un problème assez classique en synthèse de code qui s'appelle Counter-Example Guided Synthesis, mais il y a plusieurs variantes de ça. Mais donc on va plutôt précharger une bibliothèque enfin, en l'occurrence, disons, des bonnes et des mauvaises pratiques, qui vont ensuite servir à diriger un modèle de langage pour générer des optimisations à la volée. Donc il y a toute une partie, on va dire, en amont. Il y a aussi une partie online, à chaque fois qu'on va processer des grandes quantités de code, qui va être essayer de repérer ces motifs de manière approximative et de faire des suggestions. Et les suggestions, elles ne peuvent pas être manuelles, là aussi. Donc il y a plusieurs étapes, on va dire, où un modèle de langage intervient, le repérage, la substitution. Tout ça, c'est des choses qui sont maintenant devenues complètement systématiques dans les systèmes agentiques, les systèmes à agents. Mais ça a été fait avant, et dans un mode, on va dire, plutôt confiant. On n'a pas envie de casser ce qui marche. C'est ce qui rend la chose, on va dire, vraiment délicate, en fait. Donc, identifier une tâche, identifier un candidat, une tâche d'édition, c'est des choses qui sont aussi des prompts. Donc là, on est en pile-poil dans l'agentique. Tout ça, ce n'est pas programmé avec un protocole, un algorithme bien conçu, c'est de l'anglais et du code. Et donc ça a été fait avec une version assez antédiluvienne de Gemini, donc c'est genre 1 an et demi. À un moment donné, il faut passer par une revue de code. Donc il y a quand même des ingénieurs qui vont passer derrière et qui vont faire la revue, mais évidemment, ça peut être qu'une petite fraction de ce qui est fait. Donc une grande partie du travail qui est de tester automatiquement ces changements dans un flot continu d'intégration. Là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement solide chez nous, mais qui peut être généralisé. Si vous avez quelque chose une infrastructure qui est suffisamment solide en termes de collection de données et d'intégration continue à grande échelle, en l'occurrence, on a un seul repository où on a tout notre code, y compris les librairies open source, ça va être beaucoup plus facile. Et derrière, il faut aussi faire du monitoring. Donc je passe, mais il y a à peu près 50 000 patterns qui ont été construits semi-automatiquement. Donc ça, c'est la partie lourde, on va dire. C'est construit à partir de code, mais aussi de discussions à chaque fois qu'un code est revu, même dans des discussions, dans des chatrooms internes, etc. Donc tout est bon. Et à partir de là, le reste est entièrement automatique jusqu'à la revue de code. Donc je zappe. Le résultat, c'est qu'on a économisé, donc ça c'est sur une année, à peu près 2 millions de CPU, donc de machines avec des microprocesseurs normaux. C'est seulement avec 25 000 lignes de code. Donc, quelque part, c'est plutôt pas grand-chose en fait. C'est assez peu d'optimisation, mais suffisamment quand même pour que ce ne soit pas forcément accessible à des ingénieurs qui vont faire ça quotidiennement. Et il n'y a que 0,5% des changements, des éditions qui ont été proposées par le LLM qui ont été finalement considérés comme dangereux ou invalides ou en tout cas rejetés. Donc ça, c'est quelque chose qui est en production et le système continue à s'améliorer grâce à des versions plus modernes de Gemini. Ça, c'est la version, on va dire, ciel bleu. Il y a aussi des tempêtes. On a pas mal investi. Donc je vous ai parlé de XLA au début, du compilateur, qui a une version open source qui s'appelle OpenXLA. On a pas mal investi dans le même genre de technique, mais pour optimiser l'infrastructure d'IA elle-même. Donc là, il s'agissait d'optimiser non pas du code générique, mais la manière de générer du code pour des opérations d'algèbre linéaire importantes, ou parfois des kernels, donc des bouts de code numériques qui avaient été super optimisés par des humains. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux ? Et en pratique, c'était une très mauvaise idée. Donc il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis là-dessus. Il y a pas mal de publications, d'ailleurs, vous verrez sur ce sujet si vous vous intéressez. Mais il y a deux grosses différences. D'une part, il y a énormément d'expertise qui a déjà été mise manuellement dedans. On n'est pas du tout dans la long tail. Là, on est dans quelques kernels qui ont été optimisés à la main, donc c'est qu'ils étaient importants. Et il y a un autre aspect qui est plus, on va dire, sociologique, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ça, on se rend compte qu'on parle avec des ingénieurs qui travaillent sur les outils en question. Ils se disent « Ah, mais c'est une bonne idée, donc je vais le faire ». Donc 15 jours après, évidemment, il n'y a plus besoin de le faire parce que le compilateur déjà, ou la bibliothèque de base, intègre déjà ces optimisations. Donc c'est un domaine dans lequel l'IA n'est pas forcément une bonne idée, en fait. Il y a déjà des experts, laissons-les travailler. Donc la conclusion, c'est celle-là. Si vous avez déjà quelques experts qui font le job et que vous cherchez à améliorer leur job en les remplaçant, en l'occurrence, donc pas forcément en les aidant, c'est probablement une assez mauvaise idée. On peut renverser ça si vous êtes stressé par l'IA, c'est en disant peut-être que si vous êtes déjà expert du domaine et qu'il n'y a que vous, il y a peu de chances que l'IA soit forcément quelque chose de économiquement rentable pour vous remplacer. C'est comme vous voulez.
Donc voilà, je résume. Bon, en fonction de l'endroit où vous êtes dans la courbe de nombre de problèmes à gérer, en fonction du gain potentiel et en fonction aussi de la vitesse d'évolution du problème, donc est-ce que vous êtes capable de vous adapter plus ou moins rapidement, l'IA va être plus ou moins pertinente en optimisation de système. Ce dernier composant, je n'ai pas trop insisté avant, mais le fait que les choses évoluent rapidement, bien évidemment, joue contre les humains. La capacité de s'adapter, ça va être, si c'est automatique, c'est bien mieux. Je vais donner mon deuxième exemple dans le domaine de... Je ne sais pas où j'en suis, je ne vois pas l'horaire. Dans un domaine plus système et moins programmation, moins calcul de performance, on va dire. Et je reviens sur un peu le problème initial, qui est l'optimisation de la gestion de la mémoire, qui n'est pas une nouveauté et qui n'a pas disparu. Donc si vous avez déjà programmé en C ou dans un langage de bas niveau, vous savez qu'il faut de temps en temps réserver de la mémoire pour calculer au-delà de la durée de vie d'une fonction. Donc on a des objets qui s'échappent comme ça, dans le tas, heap, bref, je ne fais pas un cours de langage de programmation. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des objets qui ont une durée de vie totalement chaotique. A priori, en fonction de votre application, les durées de vie, on ne peut pas les prévoir à l'avance. C'est exactement pour ça qu'on fait de l'allocation qu'on appelle dynamique de mémoire. Donc on a un espace à 2 dimensions, votre mémoire qui est idéalisée comme un espace d'adresse infini, de 0 jusqu'à beaucoup, et le temps, de 0 jusqu'à beaucoup aussi. La question, c'est comment on gère le positionnement de ces zones de mémoire. Ici, c'est juste pour réserver une chaîne de caractères de pas grand-chose. Mais où est-ce qu'on la met dans l'espace? Dans le temps, on sait, parce qu'on sait à quel moment on le fait, mais on ne sait pas jusqu'à quand il faut garder les données en mémoire. Donc, le problème, ça revient à placer des rectangles dans un espace à 2 dimensions. Enfin, c'est des variantes de bin packing, de problèmes d'optimisation algorithmique très, très classiques, avec quand même des features particulières. Pourquoi je dis bin packing? Parce qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est parce que ce problème-là se pose au niveau d'une page. Donc si vous avez fait du système d'exploitation, là aussi ça vous rappellera quelque chose, mais les données ne sont pas réellement linéaires en mémoire, elles sont groupées par page, c'est lié à plein de choses, la protection de la mémoire notamment. Donc il va falloir choisir non pas seulement laquelle adresse, mais aussi dans quelle page, quel bloc de 4 kilooctets à typiquement 2 mégaoctets sur des processeurs Intel, on va la mettre. Et donc on se retrouve avec ce schéma-là en fait. C'est dans ce sens-là que c'est du bin packing et pas juste du sac à dos, pour ceux qui ont fait un peu d'algo. C'est qu'il va falloir choisir dans quel bin on le met. Et on a plein de sacs en fait, et puis plein d'objets à mettre dans plein de sacs. Et puis les objets, ils ont une taille variée. Et puis parfois, on sait, mais en général, on ne sait pas quelle est la longueur de l'objet. On sait quelle est sa finesse, plus ou moins fin, plus ou moins large, mais on ne sait pas combien de temps il va rester en mémoire. Donc on peut se planter. On peut se dire, oui, je sais que je vais prendre un petit objet, mais je ne suis pas sûr si je vais le garder pendant des siècles ou pas. Et quand on se plante, quand on alloue un objet long et qu'on ne l'a pas mis au bon endroit, eh ben, on paye le prix pendant longtemps. Donc là, c'est un objet long, c'est-à-dire qu'il va rester en mémoire pendant très longtemps. On l'a mis au bon endroit, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pollué l'espace de l'autre bloc. On est dans la bonne page, on n'est pas dans la mauvaise page. On peut se tromper, on peut gaspiller de la mémoire en disant je vais en plein milieu de l'espace d'adressage d'une page, je vais allouer un objet tout petit qui consomme presque rien, mais qui empêche d'allouer un objet plus gros. Alors peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé un système d'exploitation qui s'appelait Windows dans le passé, où il fallait faire ça à la main. Ça s'appelait le défragmenteur. Bon, je vous rassure, ça existe toujours, mais c'est caché, ça aurait déjà dû être caché, vous n'auriez jamais dû voir ça, mais c'est mon petit rant personnel. Donc, ce genre de choses, c'est des choses qui, évidemment, scientifiquement, ont été résolues depuis des milliers d'années, mais une des grandes questions, c'est la prédiction de la durée de vie d'une variable, d'un espace mémoire. C'est pas résolu, c'est pas résoluble en général, par définition. C'est indécidable. Donc comment on fait? On construit des prédicteurs, et on construit un prédicteur suffisamment rapide pour que ça soit pertinent. Donc typiquement, l'allocation, donc là, une implémentation de malloc qui est faite à la maison, ça prend quelques nanosecondes quand on a de la chance, quelques dizaines de nanosecondes quand on n'a pas de chance. Le simple fait d'analyser la pile d'exécution, si vous avez fait plein d'appels de fonctions, ça prend déjà encore 10 fois plus. Et lancer un modèle de langage, même les meilleurs, j'en parle même pas. Donc évidemment, on ne va pas utiliser un réseau de neurones profond pour faire ça, ou alors que de temps en temps. Par ailleurs, je vous ai dit, c'est dangereux, on peut se planter. Et si on se plante, on gaspille beaucoup de mémoire, c'est un gros problème. Donc là encore, vous pouvez lire l'article si ça vous intéresse, mais c'est un super problème intéressant parce qu'il y a un vrai risque, il y a un vrai potentiel, et des contraintes extrêmement strictes de temps. Donc on pourrait se dire, c'est un peu dur pour l'IA de faire quoi que ce soit là-dedans parce que c'est quand même pas connu, enfin les modèles de réseau de neurones profonds sont pas connus pour leur efficacité, mais c'est par rapport à on va dire un arbre de décision, des choses extrêmement simples. Mais justement, on peut combiner, on peut hybrider les modèles. Donc l'idée principale, c'est ça, c'est de faire de l'hybridation entre des choses classiques
qui ont été découvertes il y a déjà des décennies en système d'exploitation, et des choses beaucoup plus, on va dire, originales, où on va entraîner des modèles dédiés, mais qu'on ne va faire fonctionner que de manière assez rare, statistiquement, un petit pourcentage de temps. On va aussi rajouter des systèmes de cache, on va rajouter des garde-fous pour essayer d'éviter de faire ça lorsqu'on sait que le risque est trop élevé, etc. Donc il y a plein de techniques qu'on va combiner, qui sont à la fois classiques et qui sont récentes. Je passe là-dessus. Donc on va dire la leçon ici, c'est que combiner un prédicteur de ML plus ou moins complexe, hybride en l'occurrence, avec un algorithme, on va dire, plus classique, qui va s'adapter, une implémentation de référence, on va dire, qui va gérer tous les cas, c'est souvent une très bonne idée, en fait. C'est pas la peine de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc si vous avez déjà une solution algorithmique, soit avec de l'IA prédictive ancienne, soit avec juste des heuristiques à la main, vous pouvez tout à fait hybrider des choses plus modernes dessus, y compris différenciables, un petit multilayer perceptron, mais pas plus que ça. C'est tout à fait envisageable. Et donc, dans la même veine, je vous en parlais au début, un autre problème qui est très très important pour nous, c'est la gestion des ressources, cette fois-ci à plus gros grain, donc pas la mémoire, mais l'allocation d'un graphe de calcul sur des puces, et à plus gros grain sur des racks d'un data center. Donc là, on est confronté à un graphe qui est statique, donc c'est bien meilleur que le problème de l'allocation mémoire, parce qu'on sait déjà à l'avance exactement tout ce qui va se passer. Par contre, le problème est extrêmement combinatoire. Il est combinatoire, d'une part, parce qu'il y a des contraintes qui sont difficiles à résoudre. Le problème, la faisabilité peut être non triviale, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de cycle, etc. Donc si on y va au hasard, en général, ça ne fonctionne pas, il y a famine. Et aussi qu'il est combinatoire parce qu'on veut vraiment s'approcher de l'optimum, parce que les performances le justifient. Donc on a une combinaison de je veux faire de l'IA la plus avancée possible parce que la combinatoire est trop dure, on ne va pas pouvoir la résoudre de manière purement algorithmique, et aussi on veut une garantie de correction. Donc on fait de l'apprentissage par renforcement pour ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette animation, mais je la trouve géniale, même si elle est très primitive, qui montre comment un bébé, typiquement, ou un enfant, va apprendre à marcher sans supervision, mais en tout cas pas direct, et qui va construire un modèle de son environnement. Donc c'est exactement ce qu'on fait. La construction du modèle de l'environnement consiste justement à approximer, lors de l'apprentissage par renforcement, les contraintes de correction. Donc le fait qu'il n'y ait pas de cycle, le fait que les ressources ne soient pas utilisées deux fois, ce genre de choses, enfin en même temps, c'est des choses qui vont être d'une part garanties par un oracle, qui lui est un système de contraintes qui est infalsifiable, et par ailleurs qui va être approché par un modèle différenciable qui, lui, ne va pas forcément être garantie correcte, mais qui va apprendre au fur et à mesure comment ça marche. Et c'est complètement automatique. Donc c'est beaucoup plus simple que le problème du Go, évidemment, hein, mais c'est un peu la philosophie d'AlphaGo 0, si vous voulez, où le modèle de contrainte est appris au fur et à mesure, comme les règles du jeu sont apprises au fur et à mesure que l'on joue. Évidemment, on a le temps de le faire, puisque c'est un graphe statique, encore une fois. Ce n'est pas quelque chose qui va être manipulé pendant l'exécution. Et donc, en particulier, ce qu'on fait ici, pour ceux d'entre vous qui ont fait de la recherche opérationnelle, des optimisations, on va dire, combinatoires, programmation linéaire, etc., eh ben, on est en plein dedans. Donc, on va combiner de l'IA, pour le coup, arbitrairement complexe, y compris des transformers, si vous voulez, avec de la programmation par contrainte, ou là, en l'occurrence, c'est juste de la programmation par contrainte, mais on pourrait aussi faire de la programmation linéaire en nombre entier pour des problèmes plus complexes. Et donc, ça implique des allers-retours, il y a du backtracking, on se trompe, on recommence, on essaye, à grain plus ou moins fin. Il y a des heuristiques d'IA à l'intérieur des solvers eux-mêmes. Donc, les modèles d'ILP, de programmation linéaire modernes, intègrent aussi de plus en plus d'IA, ou des heuristiques qui ont été conçues par de l'IA. Donc, tout ça, c'est un monde, encore une fois, en pleine ébullition, après des décennies de plutôt, on va dire, maturation. Il y a de nouveau plein de choses qui sont en train de bouger dans ce domaine, y compris dans l'industrie. Et encore une fois, c'est en production. Un dernier exemple, là, juste un slide, c'est une collaboration que j'ai menée avec un IIT en Inde, avec l'idée de remplacer les heuristiques de compilation. Donc ici, c'est l'allocation de registres, le choix des fonctions à inliner, à fusionner. Je ne passe pas dans le détail, mais c'est des problèmes très similaires. Il y a des contraintes aussi, et il y a un solver qui vérifie qu'elles sont satisfaites. Et puis, dans la boucle de décision, on va faire intervenir un algorithme par renforcement qui va découvrir progressivement le modèle d'architecture de la machine et s'adapter aux contraintes de la machine au fur et à mesure qu'on optimise. Donc évidemment, c'est plus ou moins pratique d'un point de vue performance, mais il y a une partie temps de compilation, on va dire, une partie de ces travaux qui sont également en production. Par exemple, pour réduire la taille de
la pile open source Android et OSP, sur lesquels on a pu gagner quelques pourcents avec ce genre de techniques, donc y compris sur des choses très très anciennes, hein, vraiment de l'optimisation de code très classique. Donc dernière leçon, on va dire, c'est utiliser du ML en combinaison avec de la recherche opérationnelle et de la logique pure, c'est tout à fait possible. En production, c'est pas juste on pourrait faire ça, c'est des choses qui sont déjà bien établies. Je passe à cette section-là qui intéresse plus les gens qui font on va dire peut-être des industriels parmi vous pourraient me poser des questions dessus, mais je passe, je manque de temps. Donc c'est plus comment faire en sorte de justement productiser toutes ces idées. Il y a évidemment des difficultés, de l'ingénierie à la mise en route. Et un dernier slide sur un sujet qui me tient à cœur, parce que donc trickle down economics, c'est le ruissellement. Donc dans l'économie, je ne veux pas prendre parti si ça fonctionne ou pas, mais dans l'AI, ça marche pas mal. Donc là, l'image, qui est, je crois, la seule image que j'ai, qui est générée par GenAI pour l'instant, il y a l'idée donc de ruissellement, bien entendu, mais l'idée de faire tourner du calcul scientifique dans un système de cloud. Donc c'est un double problème, c'est à la fois on veut utiliser des machines qui ne sont pas du tout des supercalculateurs conçus pour réserver des gros blocs de calcul pour faire du MPI bien partitionné, etc., pour faire des simulations comme on a fait depuis toujours. C'est des choses qui sont très dynamiques avec de la préemption. Il y a tout le temps des clients qui arrivent, qui veulent gagner quelques centimes sur leurs ressources. Et donc, il n'y a aucune garantie de stabilité. Il y a des machines virtuelles dans tous les coins. Enfin, ce n'est pas du tout ce que les gens du calcul scientifique aiment bien. Et la deuxième différence, c'est qu'il y a des TPU et pas des GPU ou des CPU. Donc, il y a des processeurs qui sont dédiés à l'IA qui calculent sur des données de 8 bits ou moins. Donc, comment on va faire de la vraie science avec ça ? Eh ben, on a pu le faire. Donc là, c'est juste une pub, on va dire, parce qu'on a soumis c'est une grosse collaboration académique avec des National Labs américains aussi, où on a soumis sur nos propres TPU V7, donc 8000 TPU V7, la plus grosse simulation climatique qui a jamais eu lieu. On l'a soumis à la compétition ACM Gordon Bell, donc on devrait en entendre parler dans quelques semaines. Là, on va voir si ça marche ou pas, si on est sélectionné pour la phase finale. Et c'est complètement automatique, c'est-à-dire que c'est du code qui n'a pas été écrit du tout pour tourner sur TPU. Toute la parallélisation, la distribution à grande échelle, le rêve, on va dire, ancien de la parallélisation automatique de code existant, y compris le code GPU qu'on a porté sur TPU, est faite par des outils, des règles de réécriture qui sont automatiques, dirigées par de l'IA. Et des méthodes classiques aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont assez... Donc si vous programmez en Python, en Julia, en C++, vous pouvez quand même sans être en train de faire du machine learning, juste en faisant de la science, vous pouvez quand même utiliser des ressources de calcul de cloud et des TPU. C'est aussi utilisé pour la visualisation de télescopes virtuels là, sur les trous noirs, par exemple. Donc il y a plusieurs projets en fait, qui sont en cours là-dessus. Pour conclure, donc j'ai juste un petit peu survolé ce qu'on fait en ML pour l'optimisation des systèmes. Donc quelque part, on renvoie la balle, hein, puisque ces systèmes, ils ont été construits pour le ML. C'est bien d'utiliser l'IA aussi pour les optimiser. Il y a plein d'autres domaines, que ce soit dans les bases de données, la conception du matériel, dont je ne peux pas parler pour l'instant en tout cas. Il y a plein de choses qui sont actives dans ce domaine-là, en production et en recherche, les deux. Et donc, pour mon point de vue, en tout cas, sur tout ça, c'est que c'est un problème très intéressant en général, parce qu'en système, il n'y a plutôt pas trop de difficultés à accéder à des données en grande quantité, parce que même les grands systèmes, en fait, le monitoring, il est souvent en place, et on n'a pas forcément besoin de faire tourner tout le système tout entier, tout un supercalculateur, pour extraire des problèmes intéressants au niveau d'un cluster. Je simplifie parce qu'il y a des gros problèmes de simulation aussi, mais souvent on est capable d'extraire des données intéressantes qui vont permettre de nourrir des modèles en pré-training ou en post-training, plutôt du fine-tuning sur ces données-là, mais on va pouvoir le faire de manière assez petite échelle par rapport aux problèmes qu'on cherche à optimiser derrière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait aussi en interne. Il y a aussi le simple fait que l'expertise est là. Il y a de plus en plus d'ingénieurs qui ont été nourris et qui ont été déjà confrontés à ces problèmes et qui ont eu du succès ou pas. Donc c'est intéressant. Et chez nous en particulier, à chaque fois qu'on peut libérer des ressources pour faire de l'inférence, donc pas juste de la science, mais gagner de l'argent, c'est très bienvenu. Donc là, le besoin, il est bien sûr gigantesque. Et enfin, cet aspect long tail et évolution rapide, c'est vraiment ça le message que je pense qu'il faut garder, c'est que les choses vont de plus en plus vite et il y a de moins en moins de gens pour s'occuper des problèmes d'optimisation, et pourtant les besoins sont toujours là. Donc là, quelque part, sans l'IA, on ne peut pas vraiment y arriver en fait, à traiter ce problème-là.
et j'en resterai là. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, j'avais une question vis-à-vis. Donc vous avez dit que, selon vous, l'écriture automatique de kernel et de ce code critique bas niveau est pas trop en danger par justement l'évolution de ces modèles de langue. Dans les faits, il y a quand même de plus en plus d'adoption open source et à grande échelle et de l'écriture personnalisée de kernel. Et comment on peut... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... ces modèles ont des capacités de plus en plus importantes sur du code un peu critique qui n'était pas très présent dans les données à la base. Et maintenant, c'est en train d'évoluer. Je vais peut-être modérer mon propos. Dans le contexte de Triton en particulier ou... Triton, CUDA, enfin, ouais, là aussi. code bas niveau. Mon propos, c'était plus dans une optique de recherche. C'est de se dire, si on veut innover dans ce domaine-là, ça va être plus compliqué parce qu'il y a toute cette pression, cette expertise, etc. Maintenant, effectivement, pour gagner les derniers pourcents, à la main, c'est également inaccessible. Donc, même les experts sont souvent surpris par des optimisations qui sont trouvées par des modèles. Donc, chez nous, on a un modèle qui s'appelle AlphaEvolve. Enfin, c'est un système agentique qui a trouvé des choses incroyables de cette manière-là. Et je pense que ça va continuer à arriver. Mon propos, c'est plutôt de dire, si vous voulez faire de l'impact dans ce genre d'optimisation système, évitez là où tout le monde est et où il y a beaucoup d'experts. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. C'est peut-être une question un petit peu à la marge, mais je serais curieux de savoir à quoi sert la grosse simulation climatique dont vous avez parlé. Oui, pour moi c'était évident, c'est juste c'est qu'on a besoin de savoir ce qui va se passer dans 40 ans, par exemple. Donc c'est vraiment climatique. Effectivement, j'aurais pu le dire. Non, mais en fait, c'est une communauté d'experts de climat qui s'appelle Oceanigans, qui programme en Julia. Et qui a déjà eu pas mal de publications et d'impacts qui contribuent au GIEC, etc. Et donc la question, c'est ils ont besoin de raffiner la maille, en fait. C'est la maille géographique qui fait qu'il y a besoin de scaler. Là, on est passé à 300 mètres, je crois. J'ai une dernière question, peut-être. Dans cette période de sclérose dans laquelle, comme tu dis, il y a la technologie qui évolue très rapidement, les concepteurs de circuits, d'architecture, recherchent d'accélérer, d'inventer une nouvelle architecture, on imagine tout et l'imaginable avec le risque faille, etc. De l'autre côté, on a tout ce que c'est génératif, l'LLM qui permet d'optimiser, écrire. Donc, selon toi, où il faut s'arrêter, où il faut continuer, dans le sens que les deux peuvent continuer en parallèle, mais on ira à un moment donné que ça sera deux mondes qui arriveront plus à parler. On aura des architectures hyper complexes, mais pas la capacité de compiler quoi que ce soit dessus. Et d'autre côté, une puissance à générer du code, de l'optimiser, mais pas l'architecture de quel côté il faut accélérer vraiment pour après, où on peut continuer en parallèle, faire évoluer la technologie et la partie langage. Donc là, c'est plus l'expert de langage de programmation et de compilateur qui parle, mais je vais quand même dire qu'il ne faut jamais limiter la créativité des gens du matériel. Certains connaissent peut-être le réseau d'excellence européen HIPEAC, HIPEAC, qui publie tous les 2 ans une vision, une roadmap sur le sujet, donc ils vont me remercier d'avoir fait de la pub. Mais l'idée, c'était que le hardware est plus flexible que le logiciel. Dans le sens où, à un moment donné, spécialiser du hardware, si on est capable de cacher ça sous une couche d'abstraction, c'est facile en fait. Alors que changer des décennies d'investissement dans des API, dans une interface de système d'exploitation, par exemple, c'est impossible. Donc, bien sûr, les deux, mais il faut garder, en tant qu'expert du matériel, ce contact permanent avec les gens de la programmation. Alors, c'est pas forcément automatique. Ça peut être, si c'est très spécialisé, il n'y a pas grand-chose, en fait, probablement à abstraire. Ça va être, il faut rester les pieds sur terre, mais être capable d'intégrer, par exemple, un accélérateur dans un système complet, au moins avoir une simulation qui permet de prouver que ce n'est pas juste un produit de matrice que vous avez optimisé, mais quelque chose qui va pouvoir s'intégrer en prenant en compte tous les transferts, tous les aspects du système, ça va être beaucoup plus rassurant dans l'idée qu'on va pouvoir, par exemple, industrialiser le processus. Donc, si vous êtes une start-up et que vous voulez faire du calcul analogique, par exemple, et que vous oubliez de parler de quels modèles vont tourner dessus, pendant combien de temps on va faire ce genre de modèle, donc ça, on est bien embarrassé pour répondre, la conversion analogique digitale, etc. Enfin, ce genre de questions-là, s'ils ne sont pas traités, ça ne sert à rien, en fait. Il faut avoir la pile en tête. Mais surtout pas limiter la créativité du matériel, parce que c'est là que ça se passe. Merci.